La plupart d'entre nous aiment un mystère. Si ce n'était pas le cas, les thrillers criminels et les whodunits ne seraient pas si populaires sur Netflix. Les artefacts et les lieux que vous allez voir dans cette vidéo ressemblent un peu à des whodunits. C'est juste que les personnes qui les ont faits ont vécu il y a très longtemps et leur motivation n'était pas criminelle. Notre prochaine découverte date de juin 2022 et c'est une grande. En fait, c'est toute une ville oubliée. La ville vieille de 3400 ans a récemment émergé du fleuve Tigre, ayant été submergée lors de la construction du réservoir de Mossoul en Irak dans les années 1980. D'une manière ou d'une autre, l'existence de la ville a été soit non identifiée, soit ignorée lors de la création du réservoir. Les archéologues disent que la ville a été construite au sommet de l'ancien empire Mitanni. Ce n'était pas non plus une ville ordinaire. C'était un lieu de grande importance. Nous le savons parce qu'il possède plusieurs grands bâtiments administratifs et un palais majestueux. Certains historiens pensent qu'il pourrait même s'agir de l'ancienne et légendaire ville de Zakiku, connue pour avoir été l'une des villes les plus importantes de tout l'Empire entre les années 1550 et 1350 avant notre ère. Cette ville ne restera accessible que tant que la sécheresse actuelle durera, ce qui signifie que les experts sur place doivent travailler rapidement. Jusqu'à présent, ils ont cartographié toutes les plus grandes zones de la ville et identifié un mur fortifié ponctué de tours, de vastes installations de stockage et ce qui pourrait être un complexe industriel. Ils ont également trouvé 5 récipients en céramique contenant plus de 100 tablettes cunéiformes, mais la traduction du texte prendra probablement plusieurs mois. Une étude révolutionnaire publiée dans la revue Scientific Reports a révélé des preuves directes de l'utilisation de drogue à Minorque à l'âge du bronze. Cette découverte, basée sur l'analyse chimique de cheveux humains trouvés dans la grotte cultuelle d'Escarotix, constitue une avancée significative dans la compréhension des pratiques anciennes. Les cheveux, récupérés d'un site funéraire de l'âge du bronze, ont été soumis à une chromatographie liquide à ultra haute performance et à une spectrométrie de masse à haute résolution. Cette analyse a révélé des traces d'alcaloïdes tels que l'éphédrine, l'atropine et la scopolamine, indiquant l'utilisation de diverses plantes contenant des alcaloïdes par les habitants il y a environ 3000 ans. La flore indigène de Minorque comprend des espèces psychoactives comme Datura stramonium, Ioscamus albus et Mandragora autumnalis qui contiennent des dérivés tropaniques, l'atropine et la scopolamine. L'île abrite également Ephedra fragilis, contenant le dérivé phényléthylamine éphédrine et Papaver somniferum, connu pour ses alcaloïdes benzoyl isoquinoléine comme la morphine et la piperidine. Les niveaux élevés de toxicité trouvés dans les échantillons de cheveux suggèrent que ces drogues végétales étaient utilisées non seulement pour leurs propriétés médicinales, mais aussi pour leurs effets hallucinogènes lors de cérémonies chamaniques. Cette découverte éclaire les pratiques complexes et sophistiquées des populations de l'âge du bronze à Minorque. Que pouvons-nous dire? Les gens ont toujours aimé se défoncer. Nous ne savons pas si nous devons appeler le codex Gigas un mystère scientifique, un secret religieux ou les deux. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que c'est le plus grand manuscrit médiéval du monde et que ses origines ainsi que son but sont enveloppés d'intrigues et de rumeurs. Ce n'est pas seulement un livre long, il est aussi physiquement massif, mesurant environ 3 pieds de haut et contenant plus de 600 pages, dont la plupart sont faites de peaux d'animaux. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, le sujet principal de ces pages est Satan. Si les histoires associées au codex Gigas sont correctes, le livre entier a été écrit par un moine bénédictin travaillant seul au cours du XIIIe siècle. On dit que le moine est devenu fou et a rompu tous ses vœux, puis a créé tout le manuscrit en une seule nuit. L'écriture semble provenir de la même main et les illustrations cauchemardesques du diable donnent certainement du crédit à l'idée qu'elles sont le produit d'un esprit malade. En réalité, cela aurait dû prendre 10 années complètes pour être achevé. Si vous êtes curieux, vous pouvez le voir vous-même dans une vitrine à la bibliothèque du roi de Stockholm en Suède. Des archéologues ont fait une découverte passionnante sous le château de Pembroke au pays de Galles, mettant au jour des preuves d'activité préhistorique dans la caverne de Wogan. Cette forteresse médiévale, construite pour la première fois en 1093 lors de l'invasion normande du pays de Galles, a une riche histoire, y compris en tant que lieu de naissance du roi Henri VII d'Angleterre en 1457. Sous le château se trouve la caverne de Wogan, une vaste chambre naturelle formée par l'érosion de l'eau à travers la roche calcaire.
La grotte, autrefois bloquée par une entrée fortifiée qui aurait pu servir de hangar à bateaux ou de poterne, a longtemps été soupçonnée d'avoir été occupée pendant les périodes paléolithique et mésolithique. Cette théorie est maintenant confirmée par une étude financée par le Musée d'histoire naturelle et la British Cave Research Association. Malgré les modifications au Moyen-Âge et les fouilles victoriennes, des zones du sédiment de la grotte sont restées intactes pendant plus de 10 000 ans. La fouille actuelle a déjà révélé des découvertes fascinantes, y compris des os de mégafaune, comme des rennes et des mammouths laineux, ainsi que des patelles, des coquillages, des porcs et des cerfs. Le docteur Dennis de l'Université d'Aberdeen a exprimé son enthousiasme quant au potentiel du site, notant qu'une grande partie de l'archéologie de la grotte reste inconnue. Au cœur d'une montagne aride en Asie centrale, des archéologues ont fait une découverte qui semblait défier la logique même du temps. Une porte massive taillée directement dans la roche, couverte de reliefs détaillés représentant des scènes de bataille, de divinités et de rituels oubliés. La précision des sculptures, encore nette malgré des siècles d'érosion, suggérait non seulement une maîtrise artistique, mais aussi un but rituel ou funéraire d'une ampleur extraordinaire. Les premières analyses ont indiqué que la porte ne menait à aucun espace physique accessible, étant simplement une façade sculptée, comme si c'était un seuil symbolique entre les mondes. Des chercheurs l'ont comparé aux traditions mésopotamiennes et perses, où les portails sacrés représentaient des passages vers l'éternité. Pourtant, les symboles présents échappaient à toute référence directe connue, mélangeant les iconographies de différents peuples, ce qui a soulevé l'hypothèse de contacts culturels non documentés auparavant. La population locale, en voyant la réapparition de ce monument silencieux, parlait d'une « porte des esprits » gardée par des forces invisibles. Était-ce une métaphore en pierre sur la vie et la mort ou la preuve d'une religion perdue croyant en des chemins secrets au-delà de la matière? L'énigme reste ouverte, comme la porte même qui ne s'est jamais ouverte. La tour Burana au Kirghizistan est tout ce qui reste de ce qui était autrefois une ville prospère. En vérité, nous ne devrions pas vraiment l'appeler une tour. Il serait plus exact de dire que c'est le vestige d'un minaret. La tour de 25 pieds de haut se dresse dans la vallée de Shui, non loin de la capitale, Bichkek. Elle était autrefois rattachée à une grande mosquée, et la mosquée servait la ville de Balasagun. La ville a été fondée par les Karakhanides au IXe siècle, mais il n'en reste presque rien. Il y a des morceaux du mausolée et quelques murs brisés d'anciennes fortifications, mais à part cela, il n'y a rien d'autre que la tour Burana. Plutôt que de tomber victime d'une invasion, Balasagun a été détruite par une série de tremblements de terre. Les habitants ont tenté de reconstruire la ville après chaque séisme, mais un tremblement de terre particulièrement massif au XVe siècle a plus ou moins rasé tous les bâtiments et forcé les habitants à abandonner et à partir. Les tremblements de terre se produisent encore aujourd'hui, et sans travaux de réparation, la tour Burana pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps. Quant au mystère dans ce cas, pourquoi l'entrée de la tour se trouve-t-elle à plus de 6 pieds au-dessus du sol sans aucun moyen d'y accéder? L'oiseau de Saqqara ne devrait vraiment pas être un si grand mystère. Après tout, ce n'est qu'une petite sculpture à la main de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce qui pourrait être si mystérieux à ce sujet? La réponse est que ses proportions sont parfaitement conçues pour être capables de voler. Si vous lanciez cet artefact vieux de 2200 ans du sommet d'une montagne, il planerait parfaitement, avec la même efficacité aérodynamique que n'importe quel planeur que nous serions capables de fabriquer aujourd'hui. Bien que l'artefact ait une tête d'oiseau, le reste ressemble plus à un avion qu'à quelque chose d'avien. Les ailes sont sans plumes, plates, fines et effilées. La queue est carrée. Pendant les années 1970, un groupe curieux d'étudiants a agrandi l'oiseau de Saqqara pour en faire une réplique de la taille d'un avion et a démontré qu'il pouvait à la fois voler et planer sans aucun ajustement nécessaire. Si cela avait été fabriqué au cours de la dernière décennie, nous n'hésiterions pas à l'appeler un modèle réduit d'avion. Mais les anciens Égyptiens n'avaient pas d'avion pour s'en servir comme guide de référence lors de la fabrication de modèles. Cela pourrait-il avoir été un jouet volant pour enfants, ou la personne qui l'a fabriqué comprenait-elle les principes de base du vol, même si elle ne pouvait pas fabriquer une machine volante motorisée ?
Des archéologues croates ont mis au jour un élément important de l'histoire, un navire romain du 1er siècle trouvé sur le site de Barbers le long de la rivière Zadar. Cette découverte est le résultat de 6 années de recherche et de travail acharné. Le navire, remarquablement bien conservé grâce à la couche protectrice de sable au fil des siècles, offre un aperçu des activités maritimes anciennes. L'excavation a révélé une section du navire mesurant environ 10 par 30 pieds. Cette découverte fait partie d'une étude plus large du port antique de Barbir qui remonte au 1er siècle et était un centre de commerce à travers la Méditerranée. Les chercheurs ont également exploré la structure d'un quai romain sur le site, révélant 2 phases distinctes de construction. La première phase, datant du 1er siècle, était plus petite, tandis que la deuxième phase au 4e siècle a élargi le quai en forme de langue. Le site a révélé divers artefacts, y compris 30 pièces de bronze et une planche avec un clou en métal indiquant des activités de construction navale. Le navire, initialement pensé être du 2e siècle, a été redaté au 1er siècle, s'alignant avec la construction de la première phase du port. Le même naufrage antique qui nous a donné le mécanisme d'Anticythère a révélé un autre trésor en juin 2022 lorsque des archéologues marins ont localisé ce qui est considéré comme la tête perdue depuis 2000 ans d'une statue du dieu romain Hercule. L'épave, qui se trouve au large des côtes de la Grèce, a été découverte pour la première fois par des plongeurs d'éponge en 1900 et fait l'objet d'évaluations archéologiques constantes depuis lors. On pense qu'elle est dans sa position actuelle depuis environ l'an 60 avant notre ère. La tête en marbre a été négligée jusqu'à présent parce qu'elle est dans un état si mauvais qu'on pensait qu'il s'agissait d'une roche déformée. Il n'a été possible de l'identifier comme une tête qu'après que les plongeurs ont également trouvé le socle de la statue, complet avec les parties inférieures de ses jambes. La tête n'est pas la seule découverte remarquable à avoir eu lieu récemment sur le site de plongée. Les archéologues ont également trouvé 2 dents humaines incrustées dans des dépôts marins, confirmant ainsi qu'au moins une personne n'a pas échappé au navire avant qu'il ne coule. Les historiens pensent que le navire de 130 pieds de long se dirigeait vers Rome depuis quelque part dans l'est de la Méditerranée lorsqu'il a coulé pendant une tempête, mais espèrent en apprendre davantage grâce à ces nouvelles découvertes. Alors que nous commençons lentement à accepter que nos ancêtres anciens avaient une meilleure compréhension de la technologie que nous ne leur en accordons généralement le crédit, devient-il possible de croire qu'ils pourraient même avoir compris les principes de base de l'électricité ? Cette question doit être posée en raison de l'existence de la pile de Bagdad qui a été trouvée en Irak en 1838. Bien que les historiens aient tendance à rejeter l'idée qu'il s'agit d'une pile, il est presque impossible de comprendre l'artefact autrement. C'est un pot en argile qui abrite une tige de fer autour de laquelle se trouve un enroulement de cuivre. Il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à le créer comme ornement s'il ne pouvait pas être vu à moins que le pot ne soit ouvert, et ce serait de toute façon un ornement d'apparence étrange. La pile de Bagdad a été testée dans des conditions de laboratoire et s'est avérée capable de retenir une charge. Cela pose un énorme problème historique car l'artefact a plus de 2000 ans. Ces anciens expérimentaient-ils vraiment avec l'électricité? Et si oui, pourquoi n'ont-ils pas poussé l'idée plus loin? Où pensez-vous que se trouve la plus grande collection de pierres, de cercles et de mégalithes au monde? Ce n'est certainement pas Stonehenge en Angleterre, malgré le fait que Stonehenge soit de loin le plus célèbre. Vous ne le trouverez pas non plus parmi les nombreux cercles de pierre d'Europe du Nord. Au contraire, cet honneur revient aux cercles de pierre de Sénégambie, qui sont presque complètement ignorés par quiconque vivant en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Il est difficile de surestimer le nombre de monuments qu'il y a ici. Très peu de recherches ont été effectuées sur eux, mais 1053 cercles de pierre ont été comptés. Ce n'est qu'une fraction du nombre de monolithes de pierre qui existent dans la région. Le décompte le plus récent indique qu'il y en a 28 931. La qualité de la maçonnerie exposée ici est élevée, mais personne ne sait qui a créé les monuments, ni même leur âge. Il est probablement sûr de supposer qu'ils ont été érigés il y a plusieurs milliers d'années, mais tant que quelqu'un ne consacre pas un temps et un budget raisonnable pour résoudre cette énigme, nous n'en saurons pas plus. Assurément, un site de cette taille mérite une étude plus approfondie. Le pilier de fer de Delhi est-il un exemple de travail de l'acier qui était en avance sur son temps de plus de 1000 ans ou un heureux hasard?
Les scientifiques n'ont jamais pu s'accorder sur la réponse à cette question, et il est possible qu'ils ne le feront jamais. Ce qui peut être dit avec certitude, c'est que le pilier, parfois aussi connu sous le nom de pilier Ashoki, se dresse fièrement et résolument sans rouille à Delhi, en Inde, depuis 1500 ans. Toute la surface du monument de 22 pieds de haut est recouverte d'une couche incroyablement fine de misaouite qui empêche le fer en dessous d'être exposé à l'oxygène, ce qui entraînerait la formation de rouille. Comment une tâche techniquement aussi complexe a pu être réalisée par les fours à charbon primitifs d'il y a 1500 ans est inconnu. Les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un événement exceptionnel causé par le mélange du fer avec du laitier, de la chaux et de l'air humide pendant son refroidissement. Comme les personnes qui l'ont fabriqué n'auraient eu aucune idée que le revêtement anti-rouille existait même, elles l'auraient considéré comme un miracle. Il a fallu plusieurs siècles pour que quelqu'un invente une forme délibérée de protection contre la rouille, donc soit les Indiens ont gardé leur secret, soit ils n'ont jamais eu l'intention de protéger le pilier contre la rouille. Le Templo Mayor nous a déjà offert de nombreux artefacts anciens fantastiques au fil des ans. C'était autrefois le cœur d'un immense complexe religieux dans la ville aztèque de Tenochtitlan. Ce qu'il en reste est maintenant un site archéologique à Mexico. Les experts et les archéologues fouillent le site depuis des décennies et continueront à le faire pendant plusieurs décennies encore. Mais en juin 2022, ils ont confirmé la découverte de plus de 2500 objets en bois, supposés avoir été laissés sur le site comme offrandes religieuses ou rituelles. Il n'y a pas de motif fixe pour les objets. Ils incluent des figurines, des coiffes, des masques, des jarres, des boucles d'oreilles et des sceptres, qui ont probablement tous été déposés par des prêtres au cours du XIVe siècle comme moyen de consacrer le Templo Mayor aux dieux en lesquels les Aztèques croyaient. Il est rare que des objets en bois survivent pendant tant de siècles en si bon état. Mais dans le cas de ces artefacts, il semble qu'ils aient été préservés par une combinaison du haut niveau d'humidité dans la région et des conditions anaérobies dans le sol. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et profitez de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Merci de regarder et à bientôt.